Oui. Alors, il y a une communication imprévue, surprise. Pardon, je n'étais pas très au courant. Monsieur Bonnet, qui peut présenter le titre, d'ailleurs sous les yeux, je m'excuse. Quel est le titre de la communication, monsieur Bonnet? La prise en charge de la douleur post-opératoire. Non, l'impact de la chirurgie ambulatoire sur la prise en charge post-opératoire. Voilà. Monsieur le Président, c'est pas vraiment une surprise, parce que vous m'aviez fait l'honneur de m'inviter au mois de juillet sur ce thème. C'est avec plaisir, donc je viens vous parler brièvement de ce sujet, en complément de celui de mon ami. Vous accueille avec plaisir. C'est ce que je vois d'ailleurs. Donc, en fait, d'ailleurs, ça s'inscrit quand même dans le thème de cette réunion, puisqu'on a consacré les choses à l'anesthésie ambulatoire. Quand on a dit tout à l'heure, effectivement, que finalement, elle est, si ce n'est être la routine, en tout cas, enfin, si, la routine, puisqu'elle va être le processus de prise en charge en chirurgie majoritaire, avec un objectif national, que vous connaissez, qui est à 60%. Donc, comment l'organisation de la chirurgie ambulatoire se modifie nos pratiques, on l'a largement évoqué. Dans le domaine spécifique de l'analgésie, c'est presque des travaux pratiques, effectivement, pour illustrer ce propos. Et donc, en fait, quand on s'attaque à ce problème, il faut connaître les impératifs à la fois de l'ambulatoire et puis de l'analgésie. Qu'est-ce que c'est les impératifs de l'ambulatoire? Je vais aller très vite, puisqu'on l'a dit, c'est une réduction de la morbidité et du coût économique. C'est, à l'inverse, une sélection des patients qui est de moins en moins stricte, avec des interventions de plus en plus larges. C'est un circuit de soins spécifique avec un souci d'efficience, de sécurité et de confort des patients, puisqu'ils retournent à domicile, et l'objectif n'est pas, effectivement, de mettre l'hôpital à domicile, mais au contraire de simplifier la prise en charge des soins. Et enfin, c'est une organisation qui a comme contrainte le temps et effectivement la sécurité. Du côté de la prise en charge de la douleur, l'objectif, ce n'est pas uniquement de réduire l'intensité de la douleur. Évidemment, c'est le premier objectif, mais ça n'est pas uniquement ça. Et il y a aussi d'autres objectifs, comme le fait de s'adapter au processus chirurgical. Il n'y a pas une recette pour prendre en charge la douleur, il y a des recettes qui sont en fonction des types d'intervention. Moi, je fais partie d'un groupe d'experts internationaux auquel participe le professeur Télep, qui a été largement évoqué. Et le concept de base, c'est ça, c'est de dire on définit des processus de prise en charge de la douleur en fonction de tel et tel type de chirurgie. C'est comme ça qu'on peut être pragmatiquement efficace. Et enfin, là aussi, on l'a évoqué largement cet après-midi, tout ça s'inscrit dans une stratégie de récupération fonctionnelle des patients. Alors, quand on regarde la douleur en post-opératoire, il y a différentes formes de douleur. Il y a d'abord des inconforts qui peuvent être liés au processus elle-même, et puis il y a une douleur chirurgicale elle-même qui affecte, vous voyez ici, 30% des patients. Donc c'est pas parce qu'on est en ambulatoire que les suites vont être forcément simples, en tout cas de ce point de vue de l'analgésie. Et c'est des douleurs qui sont modérées à sévères. Il n'y a pas de jaloux, c'est tous les types de chirurgie, peut-être un peu plus la chirurgie orthopédique par exemple, parce qu'il y a des aspects de mobilisation, mais enfin, c'est tous les types de chirurgie, toutes les spécialités qui vont être concernées par cette douleur post-opératoire, aussi bien donc pour la partie post-opératoire immédiate, en salle de réveil ici, vous voyez, qu'ensuite en salle de repos, et puis le lendemain, lors d'un appel téléphonique à domicile. Donc, il y a un véritable problème. Et quand on fait la liste des symptômes qui gênent les patients post-opératoires, la douleur apparaît comme chef de file, avec derrière les nausées, les vomissements, les céphalées, et également d'autres problèmes comme la rétention d'urine. Et par ailleurs, le fait d'être douloureux peut être également une cause d'échec de la procédure. Donc, certes, la première cause d'échec de la procédure ambulatoire, c'est, disons, dans la prise en charge, dans le circuit du patient, un délai de plus de 70 minutes qui fait que quand arrive le soir, le patient, je parle, on regagne son domicile, mais on voit que les nausées et les vomissements, la rétention d'urine et la douleur sont des facteurs contributifs à ces échecs de procédure ambulatoire. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Donc quelles sont les spécificités de la chirurgie ambulatoire? L'intensité peut être significative, la douleur peut compromettre la procédure, les impératifs sont différents en ambulatoire et les relais sont nécessaires après la sortie de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on cherche finalement?
on cherche de l'efficacité, mais on cherche aussi, en matière d'analgésie, à préserver la vigilance et la mobilité, et également à éviter les effets secondaires. Ça ne sert à rien que les patients soient sans douleur s'ils doivent être largement et lourdement sédatés au fond d'un lit, et donc de ce fait-là ne peuvent pas effectivement bénéficier d'une rééducation rapide, d'une mobilité rapide, en tout cas même ne pourraient pas rentrer chez eux. Ça ne sert à rien également de donner des antalgiques, alors même que les patients, du fait de cette prescription, se retrouveraient par exemple nauséeux, voire vomissants en post-opératoire. Or, ces nausées, ces vomissements, là encore, sont des effets, par exemple, bien connus des morphiniques, et de la morphine en particulier, et des morphiniques en général. Et peut-être beaucoup plus que le risque de dépression respiratoire, qui reste quand même une exception, et c'est heureux. En revanche, les nausées, c'est 25-50% des patients, les vomissements un peu moins, et c'est d'ailleurs fonction de la dose. Ça, c'est ce qu'on appelle méta-régression qu'on avait fait il y a quelques années, pour montrer en gros que à chaque fois que vous donnez 10 mg de morphine en plus sur 24 heures, vous avez 4% de patients qui vomissent en plus dans votre population et 7% qui sont nauséeux. Donc ça a un coût. On peut également prévenir les nausées et les vomissements, mais ces effets secondaires altèrent le confort des patients. Dans le contexte plus spécifique de l'ambulatoire, quand on liste l'ensemble des effets secondaires de la morphine, on voit effectivement de la même façon qu'à chaque fois qu'on donne une quantité supplémentaire de morphine, on a un effet, 2 effets, 3 effets adverses supplémentaires. Et donc au bout du bout, finalement, on sent qu'il y a quelque chose d'inapproprié par rapport à la prise en charge ambulatoire. Donc ce qui est important, c'est vraiment de réfléchir le concept de prise en charge en fonction du type de chirurgie. Par exemple, vous prenez la chirurgie la cure de hernie inguinale. Alors, au Danemark, ce n'est pas 50% de cures de hernie qui sont faites en ambulatoire, c'est 100%. Bon, voilà, c'est une donnée. Et en plus, les Danois, qui sont un petit pays, ont une base nationale, donc ce qui leur permet de collecter tous leurs cas. Alors, voilà 3 techniques qui sont proposées. Une technique d'infiltration faite par le chirurgien, sans autre forme de procès, sans rien d'autre d'ordre anesthésique. Une technique de blocs centraux, péridurale ou rachianesthésie, faite par les anesthésistes, ou une technique d'anesthésie générale. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, en fait, en fonction de la technique, on va avoir plus ou moins de douleur et plus ou moins de nécessité d'administration d'opiacés. Et la palme, effectivement, vient à l'infiltration qui, finalement, garantit les suites les moins douloureuses, avec donc une consommation d'opiacés moindre, moins de douleur, moins de nausées, moins de vomissements, donc une technique parfaitement appropriée. À l'inverse, quand on prend la rachianesthésie, par exemple, on a plus de rétention d'urine, comme vous le voyez ici. Et donc, dans ce contexte-là, ce n'est pas une mauvaise technique d'anesthésie, mais dans le contexte, eh bien, ce n'est pas approprié au fait que les patients peuvent rentrer chez eux. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de faire aussi, c'est la prévention des effets associés. Et par exemple, il y a des choses qu'on fait maintenant assez en routine, c'est administrer de la dexaméthasone, non seulement pour ses effets anti-émétiques, mais aussi d'ailleurs pour ses effets analgésiques. Alors voilà, différents groupes qui montrent que sous dexaméthasone et l'association dexaméthasone-cétron, eh bien, vous diminuez l'incidence des nausées et des vomissements, aussi bien précoces que tardifs, et que vous avez un effet dose dépendant. Bon, je n'insiste pas tellement là-dessus. On voit aussi des choses intéressantes avec les corticoïdes, effectivement, et on a pu montrer par exemple qu'après tonsillectomie, eh bien, il y avait une efficacité très importante des corticoïdes, et même combinée à l'association des anti-inflammatoires, donc dans ce type de chirurgie. Alors, à côté de ça, il y a aussi d'autres aspects. Je vous ai parlé par exemple des anti-inflammatoires, et donc on peut dire un produit de type antalgique, mais aussi ayant des effets d'interférence avec l'hémostase, peut être contre-indiqué, puisqu'on est en ambulatoire et puisque le patient s'éloigne d'une surveillance rapprochée, pour un certain nombre de chirurgies pour lesquelles il y a un risque hémorragique. Je vous ai listé quelques types de chirurgies ici. Et effectivement, on avait également méta-analysé un certain nombre de données pour montrer que lorsqu'on introduisait des anti-inflammatoires en post-opératoire après amygdalectomie, eh bien, on augmentait ce risque hémorragique. Donc il y a effectivement des éléments à prendre en considération. Et on peut le faire de la façon suivante. Ça, c'est une autre revue systématique de la littérature qui fait l'analyse en type de nombre de sujets à traiter pour obtenir un effet, mais aussi pour éviter un effet adverse. Donc,
Si vous traitez des patients avec des anti-inflammatoires en post-opératoire, eh bien, vous avez un NNT, nombre de sujets à traiter pour éviter des nausées et des vomissements, qui est de 9. C'est-à-dire qu'il vous faut traiter 9 patients pour que l'un d'entre eux bénéficie de votre traitement, alors qu'il n'en aurait pas bénéficié dans un groupe placebo. Mais à l'inverse, si vous introduisez ces mêmes anti-inflammatoires dans le même contexte, eh bien, vous avez un NNH, c'est-à-dire needed to harm, c'est-à-dire le nombre de patients exposés à un effet secondaire, en l'occurrence de saignement, qui est de 60. C'est-à-dire que tous les 60 patients, il y en a un qui saignera en plus et qui n'aurait pas saigné dans le groupe, dans le groupe non traité. Donc c'est la balance entre cet effet souhaité et cet effet indésirable qu'il faut prendre en compte quand on traite ces patients dans le contexte notamment de l'ambulatoire. Alors, un dernier point, c'est la remise d'une ordonnance. Finalement, si on veut que les patients, surtout en matière de prise d'antalgique, soient tout à fait efficacement traités, il faut qu'ils aient le produit sous la main. Ce n'est pas en sortant de l'hôpital qu'ils vont aller chercher leurs antalgiques à la pharmacie, qui sera d'ailleurs fermée au moment où ils vont sonner à la porte. Donc, les recommandations, et notamment celles de notre société d'anesthésie-réanimation, c'est de dire, préparez vos ordonnances d'antalgique dès la consultation préopératoire, et dans cette ordonnance, dites bien aux gens, aux patients, de prendre les antalgiques de façon systématique, pour ceux qui doivent prendre de façon systématique, et en recours pour les autres. Mais il faut insister sur la prise systématique et non pas en cas de douleur. Les autres recommandations également abordent d'autres aspects de ce problème. Et quand on regarde dans cette enquête, qui est une enquête nationale, qui s'appelle l'enquête Opéra, qu'on avait fait auprès de l'ensemble des centres plus pratiques de la chirurgie ambulatoire, si effectivement il y a une compliance par rapport à cette recommandation, on avait retrouvé que, bon, en fonction du mode d'exercice, eh bien, donc c'était de l'ordre de 50 à 60%. Autrement dit, le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais enfin, on espère que ça va évoluer vers le 100%, comme pour toute recommandation qui est éditée. Alors, in fine, finalement, qu'est-ce que c'est un bon management de la douleur post-opératoire après la chirurgie ambulatoire? C'est un management qui est complet. On a parlé tout à l'heure de chemin clinique pour les patients. Eh bien, en fait, il faut envisager tous les éléments qui donc se produisent avant l'intervention, en préopératoire immédiat, au moment de la chirurgie et également en post-opératoire. Et ces événements-là, ces interventions, eh bien, elles vont de l'information du patient. Donc, Frédéric nous a dit qu'effectivement, elle avait un potentiel de réduction de l'anxiété et donc, effectivement, un potentiel antalgique, à des éléments spécifiques du type de chirurgie, bien sûr, mais aussi, donc, une réflexion sur l'administration des médicaments en temps et heure pour qu'ils soient efficaces en post-opératoire, une analgésie dans ce contexte-là qui est très basée sur l'infiltration, des éléments chirurgicaux qui sont intéressants également pour prévenir la survenue de douleur, et enfin un contact que l'on maintient avec le patient. Et tout à l'heure, on parlait d'outils connectés. Eh bien, on sait aujourd'hui que les systèmes de SMS par lesquels on contacte les patients en pré- et en post-opératoire maintenant, avec des questions systématiques auxquelles les patients répondent à 95%, sont un excellent moyen de surveillance. Donc, parmi ces questions, il y a « Avez-vous mal ?» Si la réponse est non, c'est parfait. Si la réponse est oui, ils sont contactés par téléphone cette fois-ci et éventuellement, on va moduler l'intervention. Donc finalement, il est possible d'avoir une bonne analgésie. Vous voyez, après une chirurgie dont je vais parler, on peut effectivement avoir des médecins sans être forcément monitoré de façon constante. Merci de m'avoir écouté. Merci encore toutes les excuses pour nous avoir Il n'y a pas de oublié. Y a-t-il des questions? Vous avez nettement souligné que pour l'analgésie de la hernie inguinale, c'est l'infiltration qui est la technique la plus efficace. Est-ce que ce n'est pas une des techniques les plus opérateurs dépendantes? Alors, oui, vous avez raison. Effectivement, à partir du moment où on parle d'infiltration, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément codifié, et notamment l'infiltration en différents plans. Moi, je mettrais dans le même sac, si je puis dire, sur la carrière, mais intellectuellement, je mettrais dans le même sac toutes les techniques d'infiltration qui vont
des blocs lino qui sont peut-être un peu plus sélectifs, aux infiltrations, donc avec une aiguille plan par plan, à l'instillation également qu'on fait sans aiguille, toutes ces techniques, disons, ont une efficacité assez comparable. C'est un peu opérateur dépendant, mais un opérateur aguerri en même temps a bien compris comment il peut effectivement obtenir des résultats en infiltrant. Maire, Oui, je parle comme ça, si vous voulez. Merci. En tant que chirurgien de la main, 90% de notre chirurgie bloc axillaire. Alors, j'ai jamais trop su si c'est par confort pour l'anesthésiste ou pour le malade. De temps en temps, on a tendance à faire des blocs de longue durée pour des anesthésies, des opérations relativement courtes. Votre opinion, est-ce qu'il faut faire des anesthésies très courtes dans le choix du produit quand on fait des blocs axillaires, de telle manière que le patient rentre chez lui avec un bloc qui est totalement levé, ou êtes-vous partisan pour faire des blocs de longue durée et le patient retourne chez lui avec un réveil progressif de son membre opéré? Une série de réponses, mais courtes. D'abord, on peut rentrer chez soi avec un membre qui n'est pas totalement récupéré. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la chirurgie de la main, effectivement, c'est tout à fait intéressant comme modèle, si je puis dire. C'est un sujet pour les patients. On n'est pas obligé forcément... Enfin, la tendance est d'évoluer des blocs proximaux du membre supérieur vers des blocs plus distaux. Et enfin, quand certaines équipes qui justement sont au plus près, je dirais, des interventions et des patients, eh bien, travaillent sur l'idée que, par exemple, dans tel territoire nerveux qui est celui qui a été opéré, on va mettre un anesthésique de longue durée, et dans tel autre, on va mettre un anesthésique de courte durée pour avoir une récupération rapide des fonctions motrices, notamment, qui sont concernées. Donc après, ça se décline intervention par intervention. Ma question était, ont-ils moins mal quand le bloc se lève beaucoup plus lentement? Il faut prévenir la survenue d'un bloc, donc ils ont aussi mal finalement à un moment donné, et donc il faut toujours programmer et planifier la levée d'un bloc. Ça serait un non-sens d'avoir un patient qui a mal à 3 h du matin parce que son bloc s'est levé, et effectivement, ça serait une situation assez stressante. Je voudrais juste prendre la parole 10 secondes pour dire que cette séance, comme toutes les séances ici, et je voudrais parler à nos amis médecins qui n'ont peut-être pas l'habitude de cette salle, est filmée et qu'elle est retransmise demain en vidéo sur le web dans le monde entier sans mot de passe. Vous allez dans le site Académie nationale de chirurgie, vous trouverez cette séance sur laquelle Pascal va travailler maintenant, qui sera retransmise dans le monde entier sans limitation. Oh.